Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité à votre chaîne Télé 50. Beaucoup de questions font la une en RDC, mais une thématique nous intéresse, la décentralisation telle qu'elle a exécutée en République démocratique du Congo. Il y a peu, ces pays ex-Zaïre avaient 6 provinces, c'est passé à 11 provinces sous Mobutu, et actuellement, de 11 provinces à 26 provinces, les découpages territorial, mise en application d'une des recommandations de la Constitution congolaise. Quels sont les avantages, quelles sont les conséquences? On en parle avec un spécialiste, pas de moindre, il est de la société civile, Norbert Yamba. Merci de répondre à notre invitation. Bienvenue. Merci bien pour cette invitation. Voilà. Alors, vous avez 30 minutes pour donner les éclaircissements à la population et pour convaincre. J'aimerais savoir, c'est une question vraiment globale, commençons par là. Quelle est la valeur ajoutée de ce qu'on peut appeler découpage territorial ou au Congo on dirait une décentralisation? Et quel est le terme qui convient? C'est un découpage, c'est une décentralisation, c'est quoi au juste? Merci Monsieur Mathieu pour l'invitation. Il faut dire que le Congo, notre pays, c'est pratiquement un sous-continent. Lorsqu'on regarde au niveau de la superficie, de sa taille, c'est presque le 3e pays, le plus grand, ça c'est vrai, n'est-ce pas, d'Afrique. Il compte 4 fois et demi la France, 80 fois la Belgique, 5 fois et demi l'Allemagne fédérale, 9 fois le Japon, et 120 fois Luxembourg, 100 fois le Rwanda, 200 fois la République Sao Tomé-Principe. Je m'arrête là. En tout cas. Vous savez que le Katanga, c'est pratiquement la République fédérale d'Allemagne. Lorsque vous prenez la province orientale, c'est plus que l'Espagne. Lorsque vous prenez la nouvelle province du Sankuru, c'est plus que le Portugal. Lorsque vous prenez la province du Bandundu, vous avez le Cameroun, le Sénégal, etc. Donc, nous avons intérêt, sincèrement, que l'on puisse reconfigurer la géographie de notre pays. Regardez, nous sommes à Kinshasa, le siège des institutions, où se prennent les décisions, où se prennent les initiatives. Mais lorsque vous regardez la province la plus éloignée du siège des institutions, c'est le sud Kivu, 2000 km. Lorsque vous regardez la province la plus proche de la capitale, c'est le Congo central, c'est 350 km. Écoutez mon ami, avec cette configuration-là, pour n'entendre que Kinshasa décider, pour n'entendre que les initiatives de Kinshasa, non, on entendra longtemps. 2 345 000 Et ce n'est pas l'échec de l'administration centrale ou les problèmes réels de la décentralisation? C'est tout à fait normal. La décentralisation, c'est une réponse à la centralisation. Et cette réponse permet véritablement de transférer des compétences, de transférer les charges, de transférer les ressources aux différentes entités reconnues décentralisées, dans la perspective que ces entités deviennent autonomes, que ces entités aient leurs propres programmes, aient leurs propres budgets, prennent des initiatives, prennent des décisions aux côtés des populations, articulent les problèmes de la population dans les programmes, donnent la possibilité à la population de contrôler l'action des gouvernants, etc. Mais cela n'exclut pas que le fait que le gouvernement central puisse intervenir dans telle ou telle entité. Donc nous avons 3 paliers de gouvernance. Il y a d'une part le gouvernement central, si nous prenons par exemple Kassoum Balessa, qui aura des réalisations à Kassoum Balessa. Le gouvernement provincial aura des réalisations à Kassoum Balessa. Et Kassoum Balessa aussi, qui a son budget, qui a son programme, qui a ses moyens internes, aura aussi véritablement. Mais à vous entendre parler, c'est comme si rien n'a changé. On a juste découpé les provinces. Si on n'a pas fait cela pour les 11 provinces, qu'est-ce qui prouve qu'on le fera pour les 26? Non, cher ami, vous savez, on a découpé les provinces simplement. Regardez la province du Kassai oriental, c'est 169 000 km². Voilà. C'est une petite province. Mais lorsque vous regardez le rayon entre Mbujimaï par exemple, et le territoire le plus éloigné, c'est l'Omela, vous avez 1000 km. Mais le gouverneur n'a jamais, ça fait plus de 30 ans, aucun gouverneur n'est arrivé à l'Omela. Aucun gouverneur. Comment va-t-il défendre une entité dont il ne connaît même pas un problème? Comment les gens de l'Omela peuvent faire une revendication? Cela, lorsque vous prenez par exemple
la province orientale. Vous regardez Bafouassende. Non, mon cher ami, c'est trop loin. Et donc, on a la possibilité de tailler la superficie, de tailler, de réduire la superficie de chaque entité pour permettre la proximité. La décision qui doit être prise par l'autorité soit véritablement la décision, le déshydratat, les aspirations de la population. Et donner la population la possibilité d'avoir véritablement l'information par rapport à la gestion. Il y a une fluidité d'informations qui permettent aux uns et aux autres de bien comprendre comment fonctionne leur entité. Ça, c'est la décentralisation. Alors, parce que tu disais, quelle est la différence? Attention, les découpages... C'est quel concept qui convient? Non, la décentralisation, c'est la décentralisation qui constitue le socle, la réponse à la centralisation. Le découpage est une technique qui vient renforcer la décentralisation. Il est essentiellement pour réduire la taille, pour réduire la superficie, pour organiser la géographie de telle sorte qu'il y ait le rapprochement entre les gouvernants et les gouvernés. Mais la décentralisation, c'est elle qui donne la possibilité à la personnalité civile, à l'entité, qui donne la possibilité à l'entité de s'organiser avec des élus locaux, avec un programme local, avec un budget local, et qui donne la possibilité à la population de surveiller, et qui permet de mobiliser tout le monde, les différents composants. Ça, c'est la décentralisation. Du côté de la décentralisation. Du côté mais le découpage, ce n'est qu'une technique, une opération qui réduit la taille des espaces géographiques les plus grands. De telle sorte à permettre véritablement aux uns et aux autres d'être plus proches de leur administration. Alors qu'on reste dans cet aspect où vous parlez des avantages de ces découpages de centralisation. La confusion persiste encore. Mais est-ce que le problème sera résolu quand on parle de la gestion par rapport dans le secteur de la santé, l'agriculture, on en a parlé de l'éducation, où c'est toujours l'administration centrale qui décide de tout dans les provinces jusqu'à maintenant? Est-ce qu'en divisant les provinces, cela va revenir aux provinces ou ça reste toujours au gouvernement central? Vous savez, la Constitution de la République a consacré la décentralisation dans son article 3. Ça, c'est vrai. Il y a des textes réglementaires, de lois qui sont là disponibles, qui donnent la possibilité aux entités décentralisées d'avoir des compétences. Mais il y a deux niveaux de pouvoir. Ah, voilà. Il y a le pouvoir central et le pouvoir provincial. Ça, c'est vrai. À l'intérieur de la province, vous avez aussi les entités territoriales décentralisées. La ville, la commune, le secteur, chefferie. À ces différents niveaux d'atterrissage, il y a une répartition des compétences, une répartition des moyens, une répartition des charges. C'est très important. Et donc, par le passé, c'est vrai, il n'y a jamais eu de décentralisation s'il n'y a pas une volonté politique. Au Chili, par exemple, on a vu un exemple. Le Chili était devenu très, très problématique. Il y avait trop de problèmes et la population devenait de plus en plus exigeante. Qu'est-ce que le Pinochet a fait, qui était le dictateur à son époque? Il a décentralisé. Mais il a retenu les moyens. Il n'a pas transféré les moyens, mais il a transféré les compétences. Or, on a des compétences sans moyens. Ça veut dire qu'une décentralisation qui mène une distraction pour distraire la population, parce que lorsqu'on dit gouvernement central, nous n'avons pas d'eau, il dit non, mais c'est décentralisé, il faut aller demander à la ville. Or, la ville n'a pas reçu les moyens correspondants. Et donc, il reste avec les moyens, mais il transfère les compétences, et ça s'appelle les soldats idéologiques de la décentralisation. Ça peut être le cas de la RDC? Non. Je ne peux pas le conclure maintenant, mais ça, au travers des actes, on pourra apprécier. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, depuis 2006, on a remarqué que la décentralisation a été consacrée. Il fallait attendre 2008 pour avoir les premières lois, les trois. Il fallait attendre 2010 pour avoir des lois stratégiques comme le loi des finances, le code de passation de marché. Il fallait attendre 2013 pour avoir la loi, le décret sur la nomenclature des taxes, etc. Il fallait attendre 2015 pour la programmation. Donc nous avons fait 2 mandats sans qu'on puisse terminer la Sénat de loi. Tout cela peut mesurer, n'est-ce pas, quel est le degré de volonté, n'est-ce pas, de la République par rapport à cette préoccupation. Mais pour l'instant, on ressent une sorte d'accélération. Eh bien, il faut bénéficier. On cherche l'ensemble de la population, à travers peut-être moi, il cherche à comprendre pourquoi cette volonté, les gouvernements qui s'affairent, cette accélération de la mise de cette décentralisation. Il y a 2 niveaux. Premier niveau, on peut considérer que c'est une prise de conscience. De dire, mais le Congo est grand, c'est la partie de Kinshasa, on ne peut rien. Il faut à la fois donner la possibilité aux différentes entités de poser des actes qui vont dans le sens de booster le développement local. Ça, c'est
Ça semble être la première hypothèse. Et on le remarque à travers le loi. Parce que regardez, la loi sur la programmation. Aujourd'hui, on est parti en vitesse optimale. Il y a la loi sur la fixation de frontières entre les provinces, etc. C'est déjà. Aujourd'hui, au Parlement, le statut de chef coutumier, la loi, elle est là, et on attend la promulgation. La Caisse nationale de péréquation, on attend la promulgation. Et la loi sur l'organisation et fonctionnement des services publics, on attend la promulgation. Quand on regarde tout ça, on a l'impression que voilà, il y a une volonté, maintenant, bien vaut tard que jamais, de poser des actes qui vont dans le sens de faire booster les choses. Mais une autre chose, une autre hypothèse, c'est de dire est-ce qu'on ne tire pas des dividendes en faisant cette accélération qui puisse justement aussi susciter les douleurs d'enfantement? Et c'est la question que j'aimerais vous poser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, qu'on est dans un processus électoral et que déjà dans les 3 mois, on pourra organiser les élections. Nous avons 26 provinces et nous avons aujourd'hui à peu près 1435 entités territoriales décentralisées qui du reste deviennent des circonscriptions électorales contre 169 par le passé. Donc il faut changer même la loi électorale. La loi électorale a été changée, conformément à l'évolution de la situation, etc. Mais il me semble qu'il n'y a pas que ça, parce que l'installation, le coût de transaction, le prix que cela exige, etc., les opérations, le temps. Et donc quand on regarde le temps, quand on regarde l'ensemble d'opérations, et on se dit, ça va impacter sur le calendrier électoral. Ça va impacter sur les calendriers. Et c'est comme ça que nous avons toujours dit que, sincèrement, et ça ne demande pas d'aller à l'université pour comprendre cela, que lorsqu'on regarde le volume d'opérations à réaliser, lorsqu'on regarde le coût que cela implique, on regarde l'urgence et le timing qu'il faut par rapport aux échéances, on se dit, c'est impossible. Même les plus intelligents diraient, impossible. Et là, ça devient intéressant. Donc, la classe politique, je termine par là, la classe politique s'organise pour se dire, regardez le temps, regardez les volumes, nous faisons quoi? C'est vrai qu'on a connu un retard. Est-ce qu'on va brûler le pays parce qu'on a connu un retard? Mais si on a connu un retard, qu'est-ce que nous faisons pour sauver la République? Et là, on entre dans le logiciel de la philosophie de la pratique politique. Qu'est-ce que nous faisons pour sauver la République? Et ça, il faut dégonfler les tensions. Ça, il faut dédramatiser les relations politiques et ramener les différentes divergences sur une table de discussion pour lever des options consensuelles qui permettent véritablement de donner un sens de direction. C'est pas facile à faire gober à les gens ça. C'est vrai, c'est logique. Ce que vous dites, c'est comme si vous êtes en train d'affirmer ce que les gens de l'opposition et plusieurs observateurs disent. C'est vraiment une intelligence de la majorité d'émettre cette problématique sur la table, la décentralisation, envie de rallonger les mandats de gens. Il n'y a pas que la décentralisation, parce que le processus électoral lui-même a connu un retard. Aujourd'hui, les jeunes qui avaient 15 ans, en 2011 ont 18 ans, il faut les enrôler. Ça va prendre combien de temps? On est en combien de provinces? C'est cela, il n'y a pas que ça. Il faut drainer les moyens. Aujourd'hui, la CNI n'a pas encore de moyens suffisants pour faire le travail. On est au-delà, on n'est pas au-delà de 20%, ce qui représente l'argent décaissé, etc. Tout cela, les circonscriptions électorales. Heureusement que le Parlement vient de prendre la décision de pouvoir geler le décret qui a donné naissance à de nouvelles villes et des communes, etc. Tant mieux. Mais je dis que le volume des opérations exige naturellement qu'on puisse avoir un calendrier consensuel. Pas seulement l'affaire de la CNI. Parce qu'il y a divergence autour de ça. Il faut que les gens se mettent en ça. Et c'est là, justement, que je suis très d'accord avec ceux qui réclament le dialogue. Parce que, croyez-moi, cher ami, il faut que la politique soit civilisée. Même dans le corps humain, il y a toujours un dialogue permanent. Tantôt, la bouche dit que c'est moi prioritaire. Tantôt, le nez dit que c'est moi prioritaire. Les dos, la niche, etc. Donc, il y a un dialogue pour construire l'équilibre. Et donc, le dialogue devient un rendez-vous du donner et de recevoir pour construire la pérennité d'un équilibre conséquent. Et donc, si on ne veut pas dialoguer... Mais le dialogue, pourquoi? Si ça déboucherait à ce qui n'est pas alternance civilisée en 2016, voilà le problème. Oui, mais c'est de tout ça qu'il faut prouver à l'opinion nationale et internationale que la tactique qui a été mise en route est celle véritablement de ne pas aboutir à l'alternance. Mais comment pouvez-vous avoir cette présomption si vous n'avez pas encore discuté et compris l'autre? C'est cela. Et donc,